Mais c'est ça, hein, on est un peu des intermittents du spectacle aussi. Hein. Un jour, c'est la gloire, le lendemain, c'est moins la gloire. T'inquiète. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, on s'excuse du retard qu'on a pris, ça devait commencer à 20h, mais... Un léger retard. Un léger retard, on va dire. Donc ce soir, on fait une conférence sur les débats d'idées dans les médias. On a la chance d'accueillir ce soir Alyosha Walowski, qui est chercheur à la FLSH, écrivain, philosophe, on peut dire, philosophe. Allons-y. Politique, commercial. Presque au même rang que Jean-Paul Sartre, hein, je dirais. Non, ah, là, pas tout à fait. Et écrivain, d'ailleurs, il était au Salon du Livre il n'y a pas très longtemps. Et donc ce soir, on va parler de ces deux livres, de deux livres de Jean-Paul Sartre et du panorama de la pensée d'aujourd'hui, mais aussi, donc surtout, de la place du débat d'idées dans les médias aujourd'hui en France, pour savoir s'il y a vraiment des vrais débats comme auparavant ou pas. Donc voilà. On va commencer, déjà d'une aussi, on voulait dire que même s'il n'y a pas grand monde, nous, peu importe, en fait on essaie de vous proposer un maximum d'activités ou d'événements divers et variés. Là, on propose un apéro philo, on trouve ça plutôt cool, dans une cave plutôt sympa. Voilà. Et j'espère que ça va vous plaire. Et si ça marche, bah pourquoi pas en faire d'autres. Donc voilà, tout d'abord, moi je vais commencer à parler de votre livre Panorama de la pensée d'aujourd'hui, donc aux éditions Pocket. Et donc dans ce livre-là, vous avez sollicité de nombreux acteurs en fait de la recherche contemporaine, allant des philosophes ou même des scientifiques, parce que dans votre livre, on peut parler par exemple de trous noirs, de théorie de trous noirs, ce que pensent les scientifiques d'aujourd'hui, afin d'établir vraiment un panorama de la pensée qu'on a en France en ce moment. Pour vous, c'est quoi, quel personnage vous a le plus marqué, quelle théorie vous a la plus étrange, la plus impressionnante qu'on vous a raconté en fait, et que vous avez relaté dans votre livre? Bon, tout d'abord, merci à tous d'être là. Un grand bravo déjà à Tiger Meister, à toute son équipe. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci à vous de nous accueillir. Vraiment bravo pour toutes les activités que vous proposez. Et c'est comme ça que vous, effectivement, vous égayez l'année pour beaucoup de monde, les étudiants et aussi les professeurs dont je fais partie. Voilà. En tout cas, voilà, merci de m'accueillir, merci de ce beau projet. Je suis heureux d'inaugurer l'apéro philo et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres par la suite. Donc, merci aussi à tous ceux qui ont préparé cette rencontre, parce qu'effectivement, ça ne se fait pas comme ça et ça demande du temps. Donc, vous prenez aussi c'est un investissement aussi sur votre temps et sur votre travail, donc que vous faites bien. Et voilà, donc merci vraiment. Alors, le débat de ce soir, effectivement, sur la place des idées, enfin finalement comment les médias incarnent le débat d'idées aujourd'hui, et effectivement comment il faut d'abord partir de l'idée que en France et aujourd'hui il y a des débats d'idées, et ça c'est quand même une chose, c'est effectivement un peu votre question de départ. Qu'est-ce qui m'a intéressé ou à la fois étrange, surprenant ou original dans les entretiens que j'ai faits? Bon, où est-ce qu'on trouve des débats d'idées? On les trouve ici, c'est-à-dire on trouve d'abord des débats d'idées. Café philo, on n'est pas les premiers à le faire. Bon, nous, on est les premiers à faire l'apéro philo. Donc ça, je pense que c'est un nouveau concept. Et ça, c'est un nouveau... Voilà, on passe à une nouvelle étape, c'est un nouveau niveau qu'on n'a pas encore atteint. Mais il y avait d'abord les cafés philo. Voilà, maintenant l'apéro philo. Non, vraiment, le débat d'idées, en fait, il y a plein d'endroits. Finalement, voilà, une autre tournée, s'il vous plaît. Le débat d'idées, d'abord, voilà, ça se trouve dans différents endroits. Et il n'y a pas que les médias. C'est d'abord le débat d'idées, c'est le débat public. C'est-à-dire, ça se fait finalement ici, dans des lieux publics. On peut débattre. À Londres, par exemple, il y a des grands parcs. Aux États-Unis, on peut trouver des endroits publics où les gens commencent à discuter. Ils parlent de politique, de religion, de culture, d'identité. En fait, le débat public, c'est à la portée finalement de tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut simplement faire vivre, animer, etc. On peut trouver le débat d'idées dans les mouvements sociaux, dans les mouvements politiques. Bon, c'est pas comme nous ce soir, mais il y a des hommes politiques qui sont peut-être en ce moment d'ailleurs, peut-être pas dans un bar, mais en tout cas peut-être dans une salle de spectacle, dans une salle de théâtre, et qui parlent avec les gens pour raconter leur programme politique. Il y a des débats d'idées, et ça vous êtes les premiers à le savoir, dans les amphithéâtres des universités. Oui, c'est quand même aussi là qu'il y a
En France, à d'autres époques, encore aujourd'hui, ou dans d'autres pays, c'est là aussi où les choses avancent, où les gens pensent, où des mouvements sont lancés. Podemos, etc., je pense n'existerait pas. Si vous regardez Podemos, c'est surtout des universitaires. C'est des chercheurs, c'est des étudiants qui se sont réunis, voilà, et qui se réunissent d'abord dans la fac. La fac, c'est aussi un espace de pensée, un espace de débat. Il y a aussi, voilà, dans l'art, dans la création, vous parliez des trous noirs tout à l'heure, il y a voilà, les débats d'idées, c'est aussi dans la science, dans la technique, dans les mathématiques, pourquoi pas, mais aussi dans l'art, dans la création, sur les dessins des murs, les artistes. Je pense que les premiers débats d'idées, enfin un des grands débats d'idées, c'est l'art, c'est le street art. Vous regardez dans la rue, tiens, vous tombez sur une photo ou un dessin, une image, et vous dites, il nous dit quelque chose, c'est un débat. Pour moi, tout ça, ce sont des débats d'idées qui nourrissent notre imaginaire, notre quotidien, voilà, nos idées. Et heureusement qu'il y a tout ça, parce que ça se... Évidemment, ça se diffuse, ça se reprend. Il y a des, je sais pas, vous allez vous balader, vous pouvez très bien trouver des photos de Rimbaud, de Che Guevara, de plein d'artistes, etc., qui reprennent des figures et puis qui s'amusent avec. Donc voilà, c'est à tout le monde. Le débat d'idées, c'est à tout le monde, d'abord. Le débat d'idées, c'est public, c'est pour tous et par tous. Donc, et évidemment, alors là où on passe un peu à notre niveau, c'est que le débat d'idées, c'est aussi évidemment à la télévision, à la radio, sur Internet, dans la presse, donc dans les médias. Voilà, et je pense que ce qui est intéressant, et vous avez tout à fait raison de faire un débat sur ce thème, c'est que voilà, aujourd'hui les médias occupent évidemment une place très importante, qui a changé d'ailleurs, qui a évolué dans la sphère publique. Avant c'était plutôt la graphosphère, c'est-à-dire c'était l'époque de l'imprimé, hein, disons de la naissance de l'imprimerie, hein, c'est 1470. En gros, jusqu'à mai 68, 1968, aujourd'hui on est plutôt dans la vidéosphère, quoi. On est plutôt dans un monde moins de l'imprimé, mais plutôt quand même de l'image, du numérique, hein. À mon avis, c'est l'ère du numérique. Donc les débats ont toujours existé, depuis l'Agora jusqu'à aujourd'hui, ils ont simplement un peu changé de nature, changé de support. Donc, je vous remercie de la question que vous me posez, moi, sur ma modeste expérience, c'est-à-dire, oui, moi, j'ai fait des dizaines d'entretiens, j'en ai fait beaucoup, avec la plupart du temps plutôt parfois des artistes, effectivement, mais plutôt des intellectuels que vous connaissez, qu'on voit à la télévision, qui passent dans les médias, dans la radio, parce que c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est comment les intellectuels, parce qu'ils ont un travail vraiment d'écriture, ils ont vraiment un travail de pensée qui demande du temps, hein, et, enfin, les gens que j'ai rencontrés, là il y en a une trentaine réunis, ça donne un peu une sorte de panorama, effectivement. C'est quand même des gens même des artistes ou des écrivains, ça prend du temps tout ça. Le débat d'idées, on n'arrive pas, alors on peut très bien spontanément voilà, faire des choses, mais le débat d'idées, ça demande un peu de maturation. Aujourd'hui, on est dans l'époque de l'instantané, du momentané, de l'immédiat. Et donc, voilà, le débat d'idées, il faut que ça soit, voilà, vous avez 5 minutes. Alors avant même que le débat commence, on vous prévient, vous avez 5 minutes. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, moi, si vous me donnez 5 minutes, j'aurai pas grand-chose à vous dire. D'ailleurs, je crois qu'on a déjà dépassé mon temps, donc merci. Mais voilà, 5 minutes, ça va très très vite. Et comme vous savez, dans les médias, voilà, qu'est-ce qu'on retient? Comment les informations et surtout le débat d'idées, puisque c'est ça le thème, passe dans les médias. Voilà, alors là, le livre que j'ai fait, lui, il ne se lit pas en 5 minutes, malheureusement. Enfin, malheureusement, en tout cas, c'est sûr que ça demande un peu de temps. Mais ça permet quand même d'avoir justement la possibilité de donner la parole et d'approfondir un certain nombre de thèmes, parce que l'idée c'était de prendre plein de thèmes de société, plein de thèmes d'actualité. Et alors effectivement vous avez cité, alors c'est marrant parce que moi je trouve que, voilà, en fait on pouvait prendre plein de gens parce que ça pense, moi j'aime bien des scientifiques, leur demander voilà, est-ce qu'ils peuvent nous parler de l'espace, est-ce qu'ils peuvent nous parler des trous noirs, est-ce qu'ils peuvent nous parler de trucs qui sont quand même assez inaccessibles pour le grand public, et généralement en fait ils sont assez poètes, quoi. Ils utilisent des formules finalement assez originales, assez inattendues. Et ça fait plaisir de voir qu'ils font un effort pour communiquer justement un domaine de recherche quand même assez inaccessible. Enfin, dans les médias, il y a ça aussi, hein. Des fois, on invite des mathématiciens, il y a des médailles de field françaises, on les invite sur des plateaux télé pour qu'ils racontent un peu. Donc c'est toujours quand même sous forme voilà, un peu humoristique, un peu décalé. Parce que comment faire passer un message si c'est votre travail de recherche pendant 20 ans et que vous devez en quelques minutes donner un peu une impression de ce que vous faites. Vous êtes fasciné par les chiffres, par le trou noir, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc voilà, en tout cas moi je suis pas du tout... Enfin, je m'intéresse aux sciences comme n'importe qui, parce que c'est quand même des choses aussi qui nous concernent. Mais voilà, je voulais quand même un peu discuter avec des gens qui travaillent sur le temps, qui travaillent sur des notions assez complexes. Et toute la difficulté... Mais c'est aussi pour ça qu'on en parle ce soir, c'est comment on peut trouver un équilibre justement entre des choses qui
qui demande du temps, qui demande de l'approfondissement, qui suppose quand même aussi de la culture, ou en tout cas un effort, que ce soit une culture scientifique, une culture artistique, une culture littéraire, une culture politique, une culture internationale, tout ça, ça demande du temps. Comment... alors vous, en tout cas les étudiants sont armés pour ça. Enfin, quand on fait des études, on apprend aussi justement en travaillant des dossiers, en lisant des bouquins, en faisant des exposés, on apprend quand même justement à s'approprier la pensée de l'autre. Donc ça, vous êtes habitué quand même à le faire. Mais effectivement, les gens qui regardent les médias aussi, est-ce qu'ils ont les codes pour décrypter? Est-ce qu'ils comprennent vraiment bien, est-ce qu'ils ont bien compris finalement le sens de l'échange? Voilà, donc oui, pardon. Donc voilà, donc moi j'ai fait pas mal d'entretiens. J'ai rencontré beaucoup de gens, je suis allé les voir soit chez eux, soit dans leur labo de recherche, etc. Moi j'ai toujours été justement fasciné par le fait que voilà, ils me donnent du temps, ils accordent du temps pour discuter, pour un bouquin que je fais, mais qui après tout, ils ont d'autres choses à faire. Et voilà, à chaque fois, j'essaye en tout cas, en peu de temps, 20 pages, 30 pages, bon, c'est déjà effectivement un espace de lecture, mais essayer qu'ils nous donnent un peu à la fois à penser et qu'ils nous donnent leur propre pensée. Voilà, en tout cas, ça c'est un peu mon projet de bouquin, celui que vous avez cité. Voilà. Donc votre bouquin, votre préface, vous la commencez par, je cite, « Le 21e siècle commence ». Moi j'ai une question, c'est pour vous, quelle est la différence entre la pensée de l'homme du 20e siècle et de mai 68 en particulier, avec celle qu'on a au 21e? Ça c'est une très très bonne question. La réponse, c'est d'abord la fin des idéologies, c'est-à-dire que le 20e siècle commence... Un des commencements du XXe siècle, ça peut être 1917, la révolution bolchevique. En tout cas, c'est un des événements, et puis la guerre aussi, 14-18. Enfin, il y a plusieurs éléments déclencheurs comme ça qui explosent, qui lancent le XXe siècle dans une sorte de mouvement, de catastrophe aussi, etc. Mais le XXe siècle, c'est quand même le siècle des idéologies, c'est-à-dire le siècle où quand même l'individu, d'une certaine façon, pense, mais dans des cases, dans des cadres relativement quand même très déterminés. Que ce soit dans la première partie du XXe ou pendant la guerre froide, etc. Donc le XXe siècle, c'est quand même le siècle des grands discours, des grands récits, c'est-à-dire des grands ismes. C'est-à-dire chaque fois que vous avez un terme en isme, c'est une forme d'idéologie. Libéralisme, communisme, marxisme, enfin bref, tous les ismes ont quand même bien marqué le XXe siècle. Alors je pense qu'aujourd'hui, le XXIe siècle, il a commencé. On ne sait pas trop vraiment, enfin en tout cas il a pas commencé forcément de la meilleure manière qui soit, mais on n'est plus, en tout cas une des différences c'est qu'on n'est plus dans un système de pensée qui soit justement formaté et qui cachait quand même évidemment d'énormes catastrophes, quoi. Ce qui est sûr c'est que les grandes idéologies cachaient quand même des situations terribles, c'est-à-dire des gens qui justement ne pouvaient pas penser, ne pouvaient pas vivre, etc. Donc on était quand même dans une situation très verrouillé, mais 68 c'est aussi peut-être une manifestation d'un besoin de liberté de la jeunesse, et encore en France c'était quand même pas le pays le plus marqué idéologiquement pendant cette époque, mais en tout cas il y avait des débats, il y avait une jeunesse, il y avait des choses. Donc oui, le XXe siècle c'est le siècle des grands récits, des grands discours, des grandes idéologies. Le XXIe malheureusement pour l'instant c'est un siècle quand même assez chaotique, assez violent, assez évidemment ensanglanté. Mais voilà, il y a quand même une différence, en tout cas en termes de débat d'idées. C'est vrai qu'au XXe siècle, on était dans un camp ou dans un autre, en gros. C'était assez facile, entre guillemets, assez facile. En France, c'est quand même aussi pareil. Il y avait le débat entre les intellectuels marxistes qui défendaient une certaine idée de la révolution, du progrès, dans un contexte qui n'était pas celui ni de la Russie ni de la Chine. Et puis de l'autre côté, c'était plutôt, essayer de conserver un certain nombre de visions libérales. Donc voilà, bon. Maintenant, aujourd'hui, le débat d'idées, il est quand même, enfin en tout cas, si c'est vers ça que vous voulez aller, il est beaucoup plus chaotique au 21e. Enfin, c'est mon point de vue. Donc maintenant, j'ai envie de parler de votre autre livre. C'est à propos de Jean-Paul Sartre, qui pour vous, c'est un exemple, un modèle, si je peux me permettre. Vous allez me consacrer à donc, ce livre, Jean-Paul Sartre, une introduction. Donc pour vous, qu'est-ce que représente réellement Jean-Paul Sartre? Que ce soit pour le débat, pour sa pensée. Ouais. Après, oui, prenez votre temps, mais. Je vais pas. En quelques mots. Ouais. Alors la première chose, c'est que je suis né la même année, pour répondre à votre première remarque. Je n'appartiens quand même pas à la même époque que Sartre, parce que je suis né l'année où il est mort. Donc voilà, c'est une manière de passer le relais comme ça. Bref, donc oui, je m'inspire.
pire de son... Non, mais ce qui est très intéressant avec Sartre, c'est d'abord que, bon, effectivement, du coup, il a traversé, lui, le XXe siècle, donc il correspond bien à ce qu'on a dit il y a une seconde, donc très belle transition. C'est très important de le marquer quand même. Donc oui, c'est... Vous le gardez pour le prochain apérophilo. Hein. Okay. Donc, il a traversé le siècle, hein. Il est né en 1905, il est mort en 1980, donc c'est vraiment l'homme siècle. Comme d'autres, hein, il n'est pas le seul. Mais ce qui m'intéresse avec Sartre, d'abord, c'est que, en tout cas, si Sartre vous intéresse, d'abord, il faut oublier tout ce qu'on sait d'une certaine façon sur Sartre, ou tout ce qu'on envoie disons, de manière verrouillée ou fermée en terminale ou au lycée, parce que Sartre, on peut l'étudier en français pour la littérature, on peut l'étudier en philo pour la philo, mais ça va au-delà, parce que c'est déjà et à la fois un écrivain, et un philosophe, mais aussi un journaliste, quelqu'un qui était engagé sur des débats politiques, il était engagé sur le terrain social. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui était vraiment un touche-à-tout, qui a vraiment participé à énormément de choses, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, voilà, moi je prends évidemment pas Sartre comme modèle ou comme exemple, vraiment aucun sens à me comparer à lui, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est la capacité à cette époque-là, à ce moment-là, d'être capable d'être sur des terrains très très différents, et de pouvoir parcourir finalement le monde. Sartre, c'est vraiment un globe-trotteur, il a été vraiment partout, il a voyagé en Égypte, il a voyagé aux États-Unis, il a été en Chine, il a été vraiment partout, il a rencontré les plus grands, il a fumé le cigare avec Fidel Castro, il a parlé avec Mao Tse-tung, mais c'est pas un homme politique que je sache, et c'est lui qui allait quand même rencontrer les plus grands du monde. Alors après, il débattait, il discutait, c'est vraiment un homme du public. Moi ce que j'aime bien c'est Sartre, c'est qu'il passait son temps dans les cafés à discuter avec les étudiants, il était accessible, il y a plein de gens qui racontent, c'est des témoignages. Tout le monde savait où habitait Sartre et où il écrivait, il était dans des cafés. Il y a des jeunes qui venaient le voir en disant « Monsieur Sartre, est-ce que vous pouvez... Soyez les bienvenus, hein, installez-vous. » Voilà. mais Sartre est quelqu'un qui touche à tout et qui s'intéresse à plein de choses. Et voilà, il a fait des voyages, il raconte comment il a découvert New York, comment il a rencontré les campus américains. Il s'intéressait vraiment à beaucoup de choses et c'est cet aspect-là qui me semble aujourd'hui un petit peu perdu et qui est quand même aussi une marque de la culture française. Parce qu'à l'époque, c'était ça la culture française. Il y a plein de gens qui se sont mis à s'intéresser à la France, à apprendre le français, à lire le français, parce que voilà, il y avait Sartre, il y avait De Gaulle, enfin il y avait des figures en fait quand même internationales, politiques, culturelles. Et ça, c'est quand même une période où voilà, la France, elle rayonnait aussi comme ça. Et elle avait une place dans le monde qui était quand même, au niveau des idées, au niveau de la culture. Bon, il y a des artistes, il y a plein de choses. Mais voilà, c'était quand même une époque assez riche, assez intéressante, où en fait on n'était pas cloisonné. Sartre, c'est quelqu'un qui, dès ses premiers cours, alors je ne sais pas, je m'en inspire peut-être dans mes propres cours inconsciemment, qui tutoyait très vite ses étudiants, qui discutait avec eux presque d'égal à égal, parce que la théorie de Sartre philosophiquement, c'est que voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Hein, chacun se construit et c'est ce qu'on fait qui est c'est nos actes qui est notre personne. Nos actes, c'est notre engagement, c'est nos actes. Voilà, on juge les gens sur ses actes, sur ses engagements, etc. Et donc Sartre a quand même essayé de participer à énormément de choses. Bon, il a été très critiqué aussi, mais ça fait partie du débat. Mais voilà, c'est intéressant cette époque. Alors vraiment, s'il y a quelqu'un qui représente en tout cas le débat d'idées, avec à peu près tout le monde. En tout cas, il a discuté, vous savez qu'au moment de mai 68, Daniel Cohn-Bendit et les jeunes effectivement étudiants de Nanterre sont partis chercher Sartre, qui était déjà assez âgé, donc il avait plus de 60 ans, parce qu'ils avaient besoin d'une sorte de père tutélaire, etc. Et sauf que Sartre, lui, c'est pas vraiment son rôle, quoi. Il n'est pas une sorte de père, il disait, moi je veux bien, mais alors on discute, alors on refait le monde, etc. Jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours refait le monde. Et surtout avec des jeunes, il a toujours fait la dernière partie de sa vie. Et bon, il était malade parce qu'il fumait énormément, il était vraiment, c'était une machine qui travaillait 24 heures sur 24, donc il s'est bousillé la santé. Mais il était donc aveugle, et donc il y avait des gens qui lui lisaient des choses. Et en fait, jusqu'à la fin, il débattait, il remettait tout en question. Et il parlait effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'un individu, comment on peut se construire et avancer et aller de l'avant. Donc c'est quelque chose d'assez positif en fait, voilà, c'est une figure plutôt positive. Moi c'était juste ça, enfin c'était un des objectifs de ce bouquin, c'était, voilà, on n'est plus dans cette période, et quelque part, voilà, bah, la culture, la France, ça manque un peu quoi. En tout cas c'était une belle période. Ok. Voilà. Ah, il y a une question là-bas. Ben, non mais c'est vrai que
modèle, en tout cas, ce qui est intéressant avec les philosophes, les penseurs, les intellectuels, ça dépend comment on les appelle. Pour moi, tout ça, c'est des mots, c'est des beaux mots. Hein. Bah, je m'en inspire. En tout cas, j'ai envie de les lire et j'ai envie de voir un peu ce qu'ils ont vécu et de m'enrichir à leur côté, d'une certaine façon. C'est pas vraiment des modèles au sens où moi, je cherche pas à faire pareil, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même des moments de la pensée française, de la culture française, qui étaient quand même très très dynamiques, très novateurs, très influents, qui permettaient des rencontres inédites. Enfin, il y a des choses tellement incroyables dans la vie de Sartre. Enfin, des gens qui rencontrent, c'est parce qu'il y a une vraie curiosité, il y a une vraie, voilà, il y a une vraie dynamique collective. Il y a plein d'autres. Enfin, je pense qu'il y a évidemment aussi beaucoup d'autres, des artistes par exemple, des musiciens, il y a énormément de personnalités comme ça qui peuvent aussi nous donner un peu comme ça l'envie d'avancer, l'envie de faire des choses, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est aussi ce qui m'intéresse avec Sartre, et c'est pour ça que je vais répondre à votre question, mais c'est aussi des hommes de lettres. Hein. C'est-à-dire que, malgré tout, les hommes de lettres, c'est quand même des gens qui s'enferment, qui vivent seuls, hein, qui se mettent un peu dans leur trou, et qui écrivent, quoi. Donc, il faut, enfin, ou même lire, ou même ce que vous faites aussi quand vous devez préparer des dossiers, écrire, etc. Ça demande une certaine solitude, un certain repli. Bon, et donc... du coup, voilà, la capacité aussi, d'un moment donné, de tout laisser en plan et d'aller dans la rue, d'aller voir des mouvements sociaux, de participer à des choses, etc. Donc ça prouve quand même voilà, une certaine empathie avec les gens pour pouvoir faire ça. Parce que ça veut dire que l'écrivain, il n'est pas dans sa tour d'ivoire, il ne fait pas son truc en disant, de toute façon, voilà, ce que je veux, c'est que dans des siècles, voilà, que je sois une sorte de monument. Donc voilà, j'aime bien aussi les écrivains ou les intellectuels qui ont la démarche d'aller voir ce qui se passe, d'aller sur place, et puis d'avoir une curiosité, quoi. Donc le débat d'idées, il est quand même aussi, voilà, il s'inscrit aussi un petit peu comme ça. Donc d'autres personnalités, bah, de toute façon, avec Sartre, il y a eu aussi un truc important, c'est qu'il a débattu avec plein de gens et il s'est fâché à peu près avec tout le monde. Parce que, voilà, mais en même temps, un débat d'idées veut dire que l'amitié ou les amis, les relations n'empêchent pas aussi les ruptures intellectuelles, etc. Le plus grand exemple, c'est quand même les grandes stars françaises de l'époque, c'est Albert Camus et Jean-Paul Sartre, qui se sont effectivement aimés d'une grande amitié fougueuse, incroyable, etc., et qui se sont fâchés à mort pour plus jamais se parler pendant 10 ans, jusqu'à la mort tragique dans un accident de voiture d'Albert Camus. Et Sartre a été à ce moment-là effondré, il lui avait pas parlé depuis 10 ans pratiquement, et c'était... voilà, mais en fait, voilà, toute cette période-là, en fait, moi je les trouve tous, c'est vraiment des gens qui prenaient position, qui se sont sans doute aussi trompés, mais l'époque, je vous ai dit, elle était vraiment, c'était les grandes idéologies, c'était très très difficile de s'en... Il y en a, ils ont essayé quand même de prendre du recul, de sortir des cadres, mais des gens comme Camus sont aussi des gens passionnants. Voilà, il y a des artistes, Lévi-Strauss, etc. Tous ces grands penseurs français, bon, qui sont plus là aujourd'hui, mais qui ont en tout cas marqué, en tout cas c'était ça le XXe siècle. C'est une partie de notre culture française. Il y a Voltaire, Zola. Voilà, moi j'aime bien aussi, et je m'intéresse surtout au XXe siècle. D'accord ? Je reprends un peu dans votre livre, à un moment vous parlez qu'avec Sartre on a des disputes intellectuelles, ouais. Donc des débats. Et qu'avec lui, moi je retiens, vous avez dit que ça se fait avec des sourires, un ton plutôt amical. Moi ce que je vois aujourd'hui dans les médias, c'est pas ça. Plutôt, par exemple, je prends l'exemple d'Alain Finkielkraut ou Jean-Luc Mélenchon. Eux ils sont plutôt adeptes du combat de coq, on va dire. Je me souviens par exemple de Finkielkraut sur le plateau de Frédéric Tadei où il se met à hurler. Pareil avec Jean-Luc Mélenchon, avec Patrick Cohen. Est-ce que pour vous, le débat d'idées dans les médias aujourd'hui, c'est plus un purgatoire qu'autre chose ? Alors ça, j'aimerais avoir votre avis effectivement, parce que c'est là aussi tout le monde a une pratique de la télévision, de la radio, etc. Et effectivement, je pense que ce que tu dis, Kian, est un bon point de vue aussi de photographier un peu du réel à travers le prisme des médias. Peut-être que le débat, je ne sais pas très bien, peut-être que le débat c'est durci davantage, c'est véritablement verrouillé davantage malgré tout, que le débat aujourd'hui, parce que là ce que vous faites allusion quand même à des débats politiques. Oui, mais c'est comme du débat. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est c'est quand même presque le débat essentiel. C'est lorsqu'on parle de politique. Et là, c'est sûr que, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, mais moi je pense qu'en fait, on n'a pas. Alors, on est passé sans doute de la on est passé de la graphosphère.
pour prendre un peu d'énergie. C'est dur, hein, les débats. Oh là là, quel boulot, quel métier. Vous pouvez le faire le plus. Non, mais j'avais la gorge sèche. Mais non, mais je vais aussi prendre ce qu'il faut. Non, mais oui, on est passé de la graphosphère sans doute au numérique aujourd'hui, mais il y a toujours la télévision et les débats que vous citez. Il y a quand même beaucoup de gens qui regardent toujours encore la télévision, et ça n'empêche évidemment de lire les blogs, de lire ensuite la presse. Finalement, on n'est pas trop sorti de ce que Sartre faisait, parce que c'est quand même là aussi. Les débats sont peut-être plus ciselés, plus verrouillés, mais on est quand même dans qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui. C'est-à-dire ce que fait des gens comme Mélenchon ou même Daniel Cohn-Bendit, etc. C'est-à-dire on peut aussi avoir, on peut avoir de la sympathie aussi pour eux. C'est-à-dire on peut aussi trouver que d'abord c'est des bêtes de scène. C'est des bêtes de scène. C'est-à-dire c'est des mecs, vous branchez un micro, vous mettez une caméra, ils savent tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs prises. Hein, ils savent tout de suite y aller. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de... La machine s'accélère très vite. Hein. Il n'y a pas beaucoup besoin de... C'est pas un diesel, ça va quand même très très vite. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est le buzz. L'objectif, c'est le coup médiatique. L'objectif, c'est d'arriver tout de suite à faire la phrase qu'on va retenir le lendemain dans la presse. C'est d'arriver tout de suite à parler aux spectateurs, à parler aux téléspectateurs, à accrocher. Donc, le coup médiatique, le buzz, la petite accroche, la petite phrase... Ça, ce sont des tribuns, on parlait tout à l'heure de l'agora, ce sont des tribuns, c'est-à-dire qu'ils savent parler. Avant, les tribuns s'adressaient au peuple, etc., faisaient des grands discours. Là, ce sont les tribuns des médias, c'est-à-dire ils vont très très vite, ils savent tout de suite où appuyer, ils savent tout de suite, ils connaissent les journalistes par cœur, ils savent très bien, ils savent très bien ce qu'ils vont relancer, comment ça fonctionne, la machine médiatique, ils la maîtrisent à fond. Donc c'est comme ça que ça marche en fait les débats. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont totalement maîtres de la scène médiatique. Mais la scène médiatique, on parlait tout à l'heure de Fabrice Lucchini, magnifique acteur, etc., qui peut être capable sur scène de rendre hyper émouvant, vivant, sensible des textes, etc. La Fontaine, Céline, Nietzsche. Bon voilà, c'est un acteur au sens où il rend tout de suite, il communique tout de suite l'émotion. Bah, en fait, dans le débat politique, c'est relativement pareil. Hein. Moi, il me semble que, de toute façon, qu'est-ce qui détermine au final non pas forcément le choix des électeurs, mais en tout cas ceux qui sont en avant dans les médias, c'est-à-dire ceux qui portent le débat, c'est ceux qui sont justement capables de mettre en scène tout ça, qui sont capables de faire du buzz, qui sont capables de tirer un petit peu la couverture à eux. Et est-ce qu'on vote pour ces gens-là uniquement? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même du fond, il y a quand même du débat d'idées derrière. Mais en tout cas, l'image, elle est fondamentale. La parole, elle est fondamentale. La mise en scène, elle est très très importante. C'est ça les conditions c'est ça aujourd'hui les conditions du débat d'idées en France dans les médias. Et Sartre, non, c'était effectivement différent. Vu que là maintenant on est réellement rentré dans les médias, j'en profite pour dire qu'en fait vous-même vous êtes un collaborateur assez proche de magazines tels que le magazine littéraire, Le Point, l'Humanité, Hors Série et Marianne. Pour ne citer que en fait. Et moi je reprends une citation de Marianne qui affirme que eux ils combattent la pensée unique et ils s'affirment comme centristes révolutionnaires. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire là-dessus? Alors moi là peut-être qu'il y a aussi effectivement des gens qui suivent, qui lisent Marianne, etc. En tout cas c'est effectivement un des journaux qui participent du débat public totalement. Moi je suis pas, voilà, ça, alors Marianne, il y a évidemment des pages politiques, il y a des dossiers politiques qui sont très importants, c'est aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, un journal d'investigation, parce qu'ils font quand même pas mal d'enquêtes, ils font des dossiers. Marianne, ça fait partie aussi de ces... Voilà, ils ont formé des journalistes aussi qui font des révélations, mais ils ont parlé il n'y a pas très longtemps de Taubira, de Christiane Taubira, de tout... Voilà, en tout cas, ils passent au crible quand même l'actu. Il passe au crible la vie des politiques, mais la vie publique, hein, c'est-à-dire voilà, comment fonctionne la scène publique, la scène politique. Voilà, Marianne, c'est un journal qui veut quand même effectivement déranger.
Voilà, et ils ont fait des unes assez accrocheuses aussi. Ils ont fait des unes qui leur a, voilà, aussi, bon, il y a le lectorat, bon voilà, donc il y a tout un contexte. Mais voilà, moi en tout cas, de temps en temps, quand j'interviens dans Marianne, d'ailleurs c'est toujours ce que je fais dans la presse. Moi, j'interviens que dans les pages culture ou dans les pages idées ou dans les pages effectivement, alors parfois débat, mais ça reste quand même sur des thèmes culturels, littéraires, philosophiques, mais contemporains, hein, quand même, évidemment contemporains. Mais voilà, après, le journal évidemment fonctionne en plusieurs parties. Bah, là où c'est intéressant, et je pense que ça rejoint aussi notre thème, et moi je lis souvent ça aussi dans Marianne, il y a plein de choses. Il y a aussi par exemple le courrier des lecteurs. Ça c'est intéressant parce qu'on a, bon normalement on peut faire ça, il y a tous les blogs, enfin on peut lire ça aussi partout, mais Marianne publie le courrier des lecteurs, c'est-à-dire les gens qui renvoient des réactions sur des sujets et sur des thèmes, et ça donne la parole justement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le débat public. Donc je pense que Marianne est attachée. Est-ce que vous savez, bon, qui a fondé le journal Marianne? C'est quand même une grande personnalité des médias, quelqu'un qui fait les débats politiques, qui fait les débats publics, c'est Jean-François Kahn, qui est un journaliste justement d'investigation au départ, qui a travaillé sur l'affaire Ben Barka, qui a travaillé dans l'Express, qui a fondé l'événement du jeudi. Donc derrière, enfin voilà, Marianne existe depuis longtemps, et il y a quand même des personnalités des médias, des journalistes hyper... voilà, Jean-François Kahn, c'est vraiment une des grandes figures des grands journalistes français, comme avec Serge July, avec Edoui Plenel, on peut en citer plusieurs. Voilà, ça fait quand même vraiment partie des grandes figures du journalisme français, un peu comme... voilà, il y a les grands philosophes, voilà, Sartre c'était une certaine époque, mais moi je pense qu'il y a aussi les grands journalistes français qui ont tout à fait évidemment leur rôle, leur importance, qui font vivre le débat public, le débat médiatique. Donc Marianne, c'est quand même Jean-François Kahn, il y a eu aussi des grands directeurs de Marianne, il y en a toujours. Donc voilà, il y a des plumes aussi, hein, il y a des plumes. Et ça, moi je suis toujours, voilà, moi j'aime, enfin, chacun, bon, il y a beaucoup d'étudiants enfin, tout le monde s'intéresse à l'actu, ça c'est sûr. Il y a des étudiants qui peuvent être plus dans les médias, etc. Donc on a tous un peu un intérêt aussi au journalisme d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit de manière simplement comme ça pour l'actu ou pour parce qu'on a envie de faire son métier là-dedans. Donc bref, dans le journalisme, pour moi, le journalisme c'est d'abord une plume. Voilà, c'est-à-dire être un bon journaliste, c'est être capable d'écrire, enfin une plume quoi. C'est-à-dire une plume, ça peut être finalement à l'oral d'une certaine façon, c'est-à-dire avoir vraiment un bon discours bien ciselé, etc. Donc Jean-François Kahn, c'est à la fois quelqu'un qui anime le débat politique, qui a une immense culture, qui fait beaucoup de livres, qui a créé des journaux, l'événement du jeudi, puis après Marianne, qui donc a une grande plume et qui est voilà, un animateur un animateur au sens fort du terme, qui fait vivre vraiment le débat public. Donc je dis tout ça pourquoi? Parce que bon voilà, derrière Marianne, c'est aussi cet esprit républicain. C'est cet esprit aussi, voilà, il faut qu'il y ait du débat. Il faut vraiment faire vivre le débat en France. Vous savez par exemple que Perico Légas, c'est le mari de Natacha Polony. Perico Légas, c'est lui qui s'occupe depuis très longtemps maintenant de toutes les pages gastronomie, par exemple, du journal Marianne. Marianne, la dernière partie du journal, c'est sur... Alors voilà, c'est au moment des fêtes, ça va être forcément sur les huîtres, etc. Ça va être sur les repas des fêtes. Ça va être aussi... Perico Légas, il est très engagé sur la malbouffe. Donc lui, il défend vraiment le camembert français. Vous venez de Normandie, donc vous savez ça mieux que personne. Balance quelques dossiers. Non, mais c'est pas un dossier, c'est une fierté. Ben voilà, oui, je suis pas un journaliste d'investigation, hein, donc je dirais pas, j'ai pas d'autre, voilà, on peut dire que ça, c'est bien, c'est déjà ça. Mais donc oui, Perico Légas, c'est un journal, c'est pas simplement donner un peu des conseils de recettes cuisine, quoi. C'est pas du tout ça. C'est quand même essayer de défendre une certaine conception de la nourriture, une conception de dénoncer la malbouffe. Derrière, il y a quand même plein de choses. Et là aussi, j'en parle dans mon bouquin, parce que j'ai interviewé une très très jeune philosophe qui s'appelle Corinne Pelluchon, qui a fait un livre génial, très intéressant, justement, sur la nourriture. Et elle parle, dans le livre sur la nourriture, en fait, elle parle pas que de ça. Elle parle aussi de l'éthique, elle parle aussi du monde animal, elle parle aussi de l'écologie, parce que derrière la nourriture, en fait, c'est un de nos rapports au monde. Et derrière, il y a plein de choses qu'on peut trouver, en fait. Hein. On peut trouver aussi notre manière de partager avec des amis. Enfin, voilà, il y a des cultures où les différentes façons de manger, c'est aussi les différentes façons de se comporter en société, etc. Bref, je dis tout ça pourquoi? Parce que, et le livre de Corinne Pelluchon sur les nourritures, et le travail de Perico Légas dans Marianne, tout ça, ça fait vivre un autre débat d'idées. Enfin, c'est un débat d'idées fondamental, en fait. C'est peut-être pas celui dont on parlait au départ sur Sartre ou la politique, mais sur la nourriture, sur le rapport aux autres, sur la manière dont aujourd'hui on se nourrit, et qu'est-ce qui se passe aussi dans l'alimentation, dans l'économie de l'alimentation, comment on peut changer un peu les choses.
Voilà, et ça c'est... Donc, regardez si vous avez l'occasion les pages gastronomie de Marianne, parce qu'en fait, loin que ce soit des recettes ou des conseils gastronomiques, ça va être vraiment une réflexion là-dessus. Mais en fait, le débat d'idées que nous, on voit le plus, c'est surtout dans les médias. Alors pourquoi et comment les médias se sont emparés du débat d'idées pour en faire ce que c'est aujourd'hui? Alors... non, il y a aussi mes cours. Mais... Je fais un très bon cours en licence là-dessus. Non, mais certains l'ont déjà vu, certains ont déjà eu la chance de le voir. Non, mais c'est ça. Mais l'histoire des médias, parce que là, c'est une vraie question quand même sur l'évolution des médias, c'est assez compliqué. C'est sûr que non, mais c'est très intéressant. Hein. C'est sûr que les médias en France ont une place très très importante dans le débat d'idées. Et en fait, ce qui est très important pour moi, c'est que, mais enfin pour moi en tout cas, c'est pour ça que je m'intéresse aux intellectuels, c'est qu'en fait on ne peut pas séparer effectivement l'évolution des médias, donc de finalement tout ce qu'on sait, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on regarde, de quand même la parole intellectuelle. C'est né grâce quand même aux philosophes des Lumières, c'est né quand même grâce à des combats politiques et philosophiques et culturels où la France, mais elle est connue pour ça dans le monde, hein, moi je vous apprends rien, hein. La France, si vous savez, Voltaire, etc. Enfin, les gens savent... ont retenu quand même quelques images, certes d'Épinal, c'est-à-dire qui sont juste des sortes de symboles, etc. Mais ça a quand même permis dans pas mal d'endroits aussi d'avoir envie de faire un peu la même chose, d'avoir aussi envie d'avoir des vrais projets culturels, des vrais projets d'idées, etc. Donc oui, Voltaire, Zola, c'est tous ces gens-là, en fait, c'est des vrais penseurs, c'est-à-dire ils ont fait des livres qu'on peut lire, qu'on peut étudier, mais ils ont aussi fait beaucoup bouger le débat d'idées. Et ils ont quand même changé la face de l'Europe, et pas les seuls, hein, je ne veux pas faire mon chauvin et dire qu'il n'y a que la France qui a fait ça, mais voilà, ils ont quand même fait bouger les lignes, ils ont fait vraiment évoluer la société, ils ont quand même apporté de l'énergie, du souffle, une dynamique, et la presse, elle est quand même si importante, elle est quand même en train de disparaître, enfin, une certaine presse classique est en train de partir, la presse papier, elle est quand même aussi, elle doit se renouveler en tout cas, et elle ne peut pas vivre en tout cas seule, mais... Voilà, et tout ça, c'est quand même nourri grâce, à mon avis, au rôle de grandes personnalités, effectivement des philosophes, mais pas au sens... Enfin voilà, c'est pas vraiment... C'est très difficile finalement de trouver un bon terme, parce qu'ils étaient aussi des gens qui allaient voir ce qui se passait dans la rue, qui allaient voir ce qui se passait dans les écoles, dans les quartiers, un peu partout, quoi. Donc, et je pense que la presse en France, si c'était votre question, les médias, ils ont évolué parallèlement et grâce aussi à cette dynamique. C'est une vraie dynamique collective. D'accord. Ils ont tous fondé des journaux, hein, tous les grands. Sartre, il a fondé un journal quand même, Libération, début des années 70. Après, c'est un journal qui est issu un peu de mai 68, 70, 71, avec Serge July, avec d'autres. Voilà. Avant, il avait fondé des revues, mais des revues, Les Temps modernes, bon, c'est un hommage à Charlie Chaplin, à Charlot, au cinéma. Mais bon, c'est plus, voilà, en tout cas, c'est plus intellectuel. Mais Libération, c'est un journal qui se veut, bon, évidemment, il y a un certain bord politique affiché, c'est politique et c'est clairement affiché, mais c'est quand même aussi pour dire, voilà, si on ne fait pas de la presse, si on ne fait pas des médias, si on n'est pas là-dedans, ben voilà, nous, notre rôle, il est aussi de participer à tout ça. Moi, je trouve ça formidable parce que c'est quand même un exercice très difficile d'arriver à faire les deux, de pouvoir de réfléchir à des idées le matin et aller faire des articles de presse l'après-midi. Je trouve ça, à la fois très enrichissant, très passionnant, et arriver à faire les deux, voilà, c'est quand même une chose intéressante. Et ça donne quand même, après, au public, au lecteur, quand même des choses intéressantes. Voilà. Mais l'histoire des médias, oui, elle est nourrie en tout cas de ça, hein, vraiment. Mais aujourd'hui, comme je suppose aussi auparavant, on voit bien que certains sujets ne sont quand même pas traités par les médias. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de débat d'idées dans les médias? Est-ce que ce serait pas plutôt un non-débat, puisqu'on ira tout le temps vers la même direction, qu'une seule route à suivre, une seule pensée à suivre, et puisque personne n'est réellement capable d'avoir une vraie discussion avec quelqu'un qui n'est pas de son clan, qui n'est pas forcément d'accord avec lui, sans que forcément cela monte dans l'intention. Alors là, c'est moi qui vous pose juste une petite question avant. Vous pensez à quoi, par exemple? Parce que tu penses à quoi, par exemple? Qu'est-ce qui te dit que c'est un débat serait finalement un non-débat et qu'il n'y a pas vraiment parce qu'on peut parler des médias, mais en fait, les informations qui nous donnent tout le temps la même chose.
que ce soit pour n'importe quel JT, on aura les mêmes informations, et pas forcément de point de vue non plus du média, puisque certains médias appartiennent à l'État, d'autres sont privés, Ouais. mais on voit quand même les mêmes choses. Hmm. Il n'y a pas forcément de prise de parti. D'accord. Oui, non, ça c'est juste. Alors, ça dépend de ce qu'on parle, justement. C'est pour ça que je voulais te demander. Alors, oui, c'est sûr que les informations, on est dans un système quand même de répétition. C'est-à-dire, effectivement, que le fonctionnement des médias aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est à la fois un champ de diversité gigantesque et au fond, il y a une actu qui va primer et qui va effacer tous les autres. Bon, et c'est quand même d'une certaine façon légitime, selon évidemment les situations, mais oui, on est forcément aussi dans une approche qui est, voilà, où il y a quelque chose qui va occuper le terrain, et on va tous en parler, et puis après on va passer à autre chose, à une autre actu, etc. Donc ça se renouvelle un peu cette dynamique-là. Mais après, sur le non-débat, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que moi je pense qu'il y a quand même plusieurs choses à dire, parce que il y a différents médias. Il y a quand même différents médias qui ont des rôles différents. Alors justement, ce qui permet de concilier en fait les deux thèmes, comme ça on fait qu'une seule partie c'est-à-dire pour le journalisme d'investigation, il y a des journaux justement comme Rue 89, comme Slate, comme Mediapart, qui viennent quand même, et d'autres, hein, beaucoup d'autres, et à d'autres époques, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelques journaux qui arrivent quand même à aller de l'avant. À d'autres époques, c'était le Canard enchaîné. Voilà, il y avait quand même des journaux qui allaient chercher justement quand même la petite bête, qui allaient quand même gratter ce qui se passait du côté du politique et qui ont quand même révélé des sacrées casseroles qui en ont fait tomber plus d'un. Et s'il n'y avait pas eu les journalistes, s'il n'y avait pas eu les médias, est-ce que... alors, il est aujourd'hui très célèbre, mais Jérôme Cahuzac, je pense qu'il serait peut-être... toujours en activité, je ne sais pas. En tout cas, les médias ont quand même, les médias qu'on connaît, les médias français, les médias actuels, ils ont quand même la capacité d'aller effectivement créer du dissensus. C'est-à-dire, pour moi, les médias ont un rôle démocratique fondamental. Ils ont quand même un rôle fondamental. Alors, je sais, oui, vous avez raison, il y a aussi un système médiatique, d'une certaine façon, un certain système médiatique qui peut être effectivement verrouillé et qui peut être fermé parce qu'il est... voilà, parce qu'il y a des grands groupes, il y a aussi Berlusconi, quoi. Je veux dire, voilà, c'est sûr qu'il y a aussi il y a des problèmes dans les démocraties européennes où on peut trouver... c'est moi qui fais du bruit. On peut trouver effectivement la politique qui d'une certaine façon, fait que les médias, c'est du pur divertissement, c'est du pur spectacle. Tout ça, voilà, il faut donner, hein, c'est pas pour rien, enfin, non, c'est du pain et des jeux, quoi. C'était quand même ce qu'on donnait aux Romains pour justement maintenir un peu la population dans un état voilà, de relative... on maîtrisait un peu la population comme ça. Donc on donne du spectacle aussi à la télévision pour finalement vendre des émissions, vendre de la publicité, vendre un peu tout et n'importe quoi. Mais on peut dire ça, on peut analyser ça, mais heureusement qu'il y a quand même une presse indépendante, une presse libre, une presse et qui est sur Internet, donc qui n'est pas menacée par qui est dans le numérique à plein, et qui permet quand même de donner aux citoyens, en tout cas les moyens. Ils existent en France. Il faut, alors après, voilà, on sait quand même les risques que peuvent faire peser sur nos démocraties le populisme, la manipulation, etc. Hein, c'est quand même déjà arrivé et ça plane toujours. Donc heureusement qu'il y a une presse qui permet de débattre, de réfléchir, mais il faut juste aussi s'y intéresser et lui donner aussi son rôle, quoi. Mais vous voyez, voilà, pour moi, il y a quand même des journalistes d'investigation, des journalistes d'enquête, des journalistes politiques qui font vivre quand même tout ça et qui permettent quand même qu'on ait des débats. Alors peut-être certains sont verrouillés, peut-être certains sont des débats spectacles. Effectivement, ça fait partie... oui, ça fait partie un peu d'un certain système, mais il y a quand même aussi une qualité de la presse qu'il faut défendre. C'est mon point de vue. Hein. Voilà, j'essaie de le dire très vite. Maintenant, j'ai envie de vous poser, de vous parler de René Girard. René Girard, qui est un penseur plutôt assez connu, qui dit que dorénavant, on va vers une crise mimétique. C'est-à-dire que plus personne ne sait vers quel sens se vouer, et qu'il faut à tout prix trouver un bouc émissaire. Donc les boucs émissaires, à un moment, ça va être les chrétiens, les musulmans, l'extrême droite, l'extrême gauche, la droite et la gauche, où on ne voit plus trop la différence. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette crise mimétique ?
Après, on essaiera après de faire passer un peu le micro à tout le monde, hein, parce que je pense que là ça peut effectivement concerner, tout le monde effectivement peut ressentir quelque chose vis-à-vis de cette situation. Moi j'ai pas vraiment de... D'abord, j'ai pas d'éclairage particulier, ni de solution, ni de commentaire particulier. Bon, René Girard, c'est sûr qu'il a effectivement développé cette théorie que vous avez très bien résumée sur le mimétisme, sur le fait que justement il faille essayer de sortir un peu des systèmes finalement où tout est en miroir, où tout est un peu impliqué les uns dans les autres et qu'il faut essayer de penser par soi-même d'une certaine façon, essayer de sortir de là. Le bouc émissaire, bien sûr, que ça c'est une théorie aussi d'une certaine façon qui rebondit dans les médias ou dans le débat d'idées, enfin dans le débat médiatique, hein, ça le perturbe, ça le nourrit aussi malheureusement. Donc je sais pas, il faudrait, peut-être que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir là-dessus, je ne sais pas. Est-ce que, qui a envie de prendre le micro pour dire quelque chose? Ils sont timides, c'est le premier le plus difficile. Je suis sûr qu'Edouard il a envie de dire quelque chose. Ah, Tigermeister là doit se... Le type doit sortir ses griffes. Tout à l'heure vous parliez justement des médias. Donc les médias ça représente Internet, les journaux, la télé. Il y a donc justement les médias qui vont être, on va dire, où on va subir l'information, la télé par exemple, où là je suis tout à fait d'accord, où justement on va peut-être toujours montrer, c'est caché. Donc on va montrer l'information pour en cacher et dissimuler d'autres. Et comme vous parliez tout à l'heure justement, ça a certaines affaires grâce à un média plus indépendant comme Internet. Là je suis d'accord dans le sens où la presse aura quelque chose en mode liberté, justement, on va informer quelque chose d'important qu'on ignore et qu'on occulte depuis trop longtemps. Donc il y a des médias, je pense, qui vont peut-être avoir une vision assez restreinte et en mode on canalise le peuple, du pain et des jeux, donc sur la vision justement en mode on va vous abreuver de séries, de trucs comme ça pour le maintenir à masse. Et après justement le média justement qui va vouloir dénoncer. Maintenant par rapport à Internet, justement ça fait 20 ans que ça existe, et ce n'est on va dire encore qu'au balbutiement. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre justement d'Internet d'un point de vue média et débat d'idées? On connaît les forums, on connaît certains journaux qui vont être dans le participatif, mais jusqu'où ça pourrait aller justement? Où chacun sera justement journaliste citoyen? Est-ce que ça peut être l'avenir d'Internet, ça par exemple? Ça serait bien, ça serait intéressant. Non mais là aussi pareil, je suis pas spécialiste, enfin en tout cas ce que je dis c'est juste mon point de vue en fait, hein, donc je ne parle pas en tant que... Ce que je dirais serait vraiment le résultat de nombreuses recherches dont je pourrais vous faire part, ce qui pourrait être le cas pour d'autres thèmes. Mais en tout cas, non. Ce que vous dites, c'est une belle... ça serait un beau projet, c'est un bel espoir que Internet soit justement le média de tous, pour tous, et que ce soit un média citoyen où on ait effectivement plus de transparence, où on ait plus d'échanges, et où on ait aussi un respect, un dialogue, un débat et une argumentation, et où on a... je pense que, évidemment, les choses se déplacent aujourd'hui parce que, vous avez tout à fait raison, ça fait 20 ans qu'Internet existe et donc qu'aujourd'hui on communique tout le temps par Internet et que c'est naturel, c'est devenu naturel et que c'est là que ça se passe. Donc c'est là qu'on va pouvoir avoir des informations que les nouveaux, justement, la nouvelle génération dont vous faites déjà partie depuis même un bon moment, pour ceux qui vont travailler, tout le monde va travailler aujourd'hui avec Internet. C'est-à-dire que c'est obligé que quel que soit le métier que vous faites, il y a quand même aujourd'hui un outil Internet qu'on va utiliser plus ou moins selon son métier, selon ses compétences, etc. Donc il y a une nouvelle génération de journalistes, par exemple, ou de médias, qui vont être encore plus qu'avant purement des médias Internet. Ça existe déjà et ça va continuer. Et plus on va avancer, plus ça va être vraiment l'évolution, elle va se faire à l'intérieur d'Internet avec des nouvelles conditions d'expression, des nouvelles conditions de communication, etc. Des choses qu'on n'imagine pas encore, mais que vous allez créer tous les uns les autres, etc. Vous approprier. Donc moi je pense que oui, il y a des... moi, un journal comme Mediapart, c'est très bien. Moi j'avais fait simplement un article dans Mediapart, mais c'était consacré au foot, sur la Coupe du Monde. J'avais une théorie un peu philosophique sur le foot, donc il m'avait publié, c'était très, très intéressant, et c'était justement un partage. Il y a plein de gens qui écrivent, il y a des blogs de lecteurs, qui ne sont pas justement des journalistes professionnels, mais qui participent quand même de l'enrichissement du débat sur des thèmes très très différents. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur Marianne ou la gastronomie, c'est des sujets qui préoccupent quand même beaucoup les gens. Donc ça va être ça, le débat va se déplacer. Il y aura peut-être plein de Sartre qui vont apparaître sur Internet et qui vont faire plein de choses passionnantes. Donc moi je pense qu'il faut... si votre point de vue est optimiste,
c'était peut-être pas le cas, en tout cas moi je l'ai pris comme ça. Mais moi en tout cas je trouve qu'il y a quand même, on doit aussi voilà, voir les choses avec un certain optimisme et en tout cas une certaine volonté d'y arriver. Voilà. Après, par rapport justement à Internet, justement, donc ce média qui pourrait être dans l'avenir, qui c'est un média citoyen, qu'est-ce qu'il adviendrait donc justement de la télé et justement de l'information subite et pas l'information choisie? Qu'est-ce qu'il adviendrait, comme par exemple on connaît la presse actuellement écrite qui est en train de subir une transformation radicale par rapport aux journaux et par rapport au numérique? Est-ce que la télé, justement, qui lui aussi est un média, est-ce qu'il va devoir peut-être lui aussi avoir la crise de la télé par exemple, justement sur les gens qui vont déserter la télé pour aller vers leurs propres informations et leurs propres centres d'intérêt? Qu'est-ce qu'on pourrait penser de la télé par la suite, justement? Alors, la télé a quelque chose que n'a pas la presse écrite, c'est que la télé a l'image. Et la télé, comme elle a l'image, je pense qu'elle restera encore un bon moment, en tout cas dans son rôle, parce qu'elle a le média image, qui est quand même un média voilà, qui avec les technologies de toute façon se maintient et se développe de plus en plus. Donc il y a quand même un lien très fort entre, si vous voulez, Internet c'est intéressant, c'est un peu la synthèse entre le média télé et le média écrit, parce que sur Internet il y a les deux. Les trois, même le texte, le son et l'image. Ouais, voilà, effectivement, oui, donc avec l'image, effectivement, ensuite avec le... Donc je pense que Internet fait un peu la synthèse de tous les précédents médias qui l'ont précédé, et d'une certaine façon va les faire vivre aussi un peu indirectement. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui regardent la télé sur Internet, en fait. Donc la télévision, elle est aussi... il y a plein de gens qui regardent en replay, on parlait des séries tout à l'heure, ou même tout, en fait. Il y a plein de choses qu'on regarde. La télé, finalement, elle existe aussi sur Internet. Donc il me semble que c'est une forme de cohabitation pour l'instant. Et que l'image, ouais, et le son, vous avez tout à fait raison, l'image, le son, parce qu'il y a la radio aussi évidemment, donc c'est vraiment la synthèse de tous les médias classiques, en tout cas pas anciens mais classiques, que Internet réunit finalement tout ce qu'on pouvait rêver, c'est-à-dire avoir vraiment tous les médias réunis. Avoir du texte, du son, de l'image, de la communication, etc. Donc voilà, moi il me semble qu'Internet c'est un outil, et à partir de ce moment-là, en fait il n'y a pas de règles, enfin il n'y a pas de règles intrinsèques. Internet sera ce qu'on en fera. Il y en a quoi alors? Mais en fait la réponse c'est ce que vous allez en faire, c'est ce que tout le monde va en faire. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas vraiment de... C'est pas prévu d'avance, quoi. C'est pas prévu d'avance qu'Internet ira dans telle ou telle direction. Ça sera vraiment ce que les... C'est comme pour la presse, il faut qu'il y ait du débat d'idées, il faut qu'il y ait des gens qui se mobilisent, il faut qu'il y ait... Enfin, ça va pas se faire tout seul, ça c'est sûr, et ça va pas se faire dans un sens qui est forcément donné d'avance. Mais comme la télévision, il y a des choses, il y a des débats qui sont super bien à la télévision quand même, et on les regarde, et puis voilà, et après on en retient quelque chose ou pas, mais ça nourrit aussi notre imaginaire, notre culture, bon voilà. Donc après c'est toujours ce qu'on en fait qui compte, hein. La télé, il y a aussi des films magnifiques qui passent, etc. Il y a dans les séries, il y a aussi des très très bonnes séries, tout dépend vraiment... Voilà, c'est vrai qu'on est dans une époque où, comme c'est une logique quand même économique, c'est quand même une logique aussi marchande qui guide tout ça, il y a un choix infini, quoi. Il y a un panorama, un panel incroyable. Combien on peut regarder de séries, combien de séries sont diffusées, combien de séries sont téléchargeables, on peut acheter, etc. Enfin, finalement, il y a une masse quand même d'images, c'est assez infini aujourd'hui. Internet, c'est aussi une sorte de tourbillon de l'infini. Internet, c'est quand même très étrange, parce que Internet, ça existe depuis 20 ans. Ça veut dire qu'Internet, c'est comme un vous, en fait, c'est un jeune de 20 ans qui a déjà une histoire. Internet, ça a déjà une histoire. Ça a déjà une immense histoire, parce que Internet, c'est aussi un truc du passé. En fait, on peut aller sur Internet aussi pour voir le passé. Et on peut aussi voir Internet, pour moi, c'est déjà c'est aussi de l'archivage. C'est aussi des archives, c'est aussi une donnée, c'est aussi l'histoire de ce qui s'est passé. Et donc, ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que vous cherchez des informations, Internet, c'est comme le dictionnaire, l'encyclopédie, mais de tout, hein, d'un acteur de cinéma, vous voulez bosser, vous voulez regarder une série, vous voulez savoir quand est-ce qu'elle a été créée, quelles étaient les premières diffusions. Donc Internet, c'est une mémoire, c'est une histoire, c'est une archive, c'est un truc quand même qui a déjà... Et il y a déjà des gens qui sont nostalgiques dans Internet, on peut à la fois aller dans le futur, parce que c'est aussi voilà, tout ce qui se fait en ce moment, mais c'est aussi c'est quelqu'un qui, par exemple, est fan de trucs du passé, peut être tout à fait utiliser Internet comme un truc voilà, d'actualité, mais pour aller vers écouter les musiques des années 80 sur Internet, enfin on peut être tout à fait aussi voilà,
en décalage avec son époque, alors qu'on utilise les nouvelles technologies, les nouveaux supports. Je sais pas si tu veux ajouter un truc. Bon. Oh non, en fait, non. Je sais parler. Non mais, moi aussi, hein, j'ai assez parlé. Hein. Moi j'ai parlé, il ne faut plus me poser de questions. Edouard, t'as une question? Non, non. Max? Parlons des deux. Ils vont me poser Tout toutes à les l'heure, vous questions. parliez de Cannes, et je veux savoir en fait, selon vous, quel est le meilleur journaliste à l'heure d'aujourd'hui pour gérer un débat public, et pourquoi justement? Quel est le meilleur journaliste pour gérer un débat public? Il y en a beaucoup. Il faut avoir les qualités qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut avoir, pour faire un débat public, il faut avoir à la fois la culture, c'est-à-dire il faut avoir aussi une certaine quand même connaissance, idée qu'on peut, enfin faire un débat d'idées, ça s'improvise pas, donc derrière il y a du travail, il y a quand même du raisonnement, et après c'est aussi la mise en scène, c'est le spectacle aussi, c'est-à-dire aussi être capable de faire tout ça dans un temps très court et d'être. Alors il y a une génération, en tout cas moi, la jeune génération des journalistes, parce que c'est vrai qu'il y a des débats d'idées, on en trouve aussi, il y a plein de médias, enfin voilà, moi je ne suis pas spécialiste encore une fois de cette question, donc voilà, si vraiment j'étais spécialiste, je regarderais un peu sur internet tous les débats qui se font, parce qu'il y a plein de débats sur des sortes de, c'est pas vraiment des chaînes, mais sur énormément de canaux internet. Il y a énormément de débats, il y a plein de jeunes qui font des débats, ça peut être des débats people, ça peut être des débats politiques, ça peut être des débats sur plein de sujets d'actualité. Donc voilà, moi je connais pas forcément toute cette génération, mais voilà, il y a aussi des journalistes qui arrivent, enfin bon, il y a Michel Denisot qui est venu à la Cato il n'y a pas très longtemps pour un peu voilà, discuter avec vous. Il y a quand même des journalistes qui ont une certaine expérience, un certain charisme, une grande notoriété, une grande capacité aussi à faire vivre aussi la télévision. Donc voilà, je sais pas, moi j'aime bien effectivement les gens comme Edoui Plenel, Jean-François Kahn, etc. Tous ces gens-là qui arrivent à aller dans le sens quand même d'aller vers le débat politique, parce que c'est quand même là où les choses se passent, où on peut avoir aussi évidemment d'un seul coup, on avance, on a l'impression que les choses ne sont pas acquises, définitives, mais qu'il faut relancer les choses, etc. Avoir toujours quand même une conscience de curiosité, d'interpeller le politique, de le mettre un peu en situation de... En fait, le politique doit rendre des comptes aux citoyens. Un politique doit donner quand même aux citoyens un état des lieux, etc. Et c'est quand même nous qui sommes aussi concernés par ce qui se passe sur la scène publique, la scène politique. Donc voilà, en tout cas, les qualités, je ne sais pas exactement quel est le meilleur journaliste, je ne peux pas vous improviser un top 3, c'est ça. Voilà, allez, le top 10, on commence toujours par le dernier, et puis on va arriver à peu près, je garde un peu de suspense, donc j'aimerais bien le faire, hein, je vais essayer de trouver ça rapidement. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut arriver à avoir toutes ces capacités aujourd'hui, parce qu'il y a... Effectivement, mais il y a moi j'aime bien aussi des choses un peu improbables, c'est-à-dire quand vous avez effectivement des figures intellectuelles qui sont interviewées par des jeunes journalistes, etc., où il y a des décalages de génération, où il y a des décalages... Il faut aussi que l'interview soit quand même... encore une fois, je ne suis pas prof de... j'ai toujours un peu l'idée que si je ne suis pas légitime, je ne vais pas vous donner vraiment des vérités définitives là-dessus, mais il faut quand même essayer de créer un peu l'impertinence, le décalage, la surprise. Ça, c'est les bons journalistes. Et c'est pas parce qu'on est déjà ancien, etc., qu'on n'est plus capable de le faire. Donc voilà, il faut avoir quelques cartes en réserve et quelques énergies comme ça à pouvoir à utiliser au bon moment. Au bon moment face à des types qui seront rodés, quoi. C'est-à-dire vous allez être forcément face à des machines médiatiques, les hommes politiques, ils arrivent avec leur armée de communicants, tout est ciselé, tout est taillé sur mesure. Voilà, où est la spontanéité, où est le naturel? C'est quand même dommage. Justement, pour réagir là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui dans les médias on peut vraiment parler de débat d'idées ou plutôt c'est un débat contrôlé? Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Comme ça, moi j'allais dire à peu près la même chose, puisque j'allais dire que dans le fond, est-ce que l'audimat passe avant le débat d'idées? Ça se rapproche, et je suis à peu près d'accord avec Maxence, puisque maintenant, on a l'instantané qui passe avant tout. Oui. Alors, quelle est la place du débat d'idées alors qu'on a l'instantané qui passe vraiment avant tout, puisque c'est ce qui fait vendre?
Et les médias, ils ont besoin de sous. On sait bien qu'en ce moment, l'état de la presse écrite, ils sont pas dans un très bon état. Comment laisser un peu de place au débat d'idées on réfléchit. En gros, est-ce qu'on a encore aujourd'hui la place à nos idées personnelles ou c'est plutôt les idées des médias qu'il faut mettre en avant, pas de certaines chaînes? Mais ouais, en fait la réponse est dans la question, c'est-à-dire que ça dépend de quel média on parle. Mais en tout cas, moi je vais juste vous donner, et puis après moi j'arrêterai là-dessus parce que j'ai pas envie de monopoliser la parole, mais moi ma modeste expérience que je fais dans les médias, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas ni un exemple ni quoi que ce soit, c'est juste une expérience que je peux faire partager, un témoignage si on veut, c'est que moi je m'intéresse vraiment aux livres, aux idées, aux bouquins. Je pense que ça part de là, et ce qui est formidable, c'est que je travaille dans alors c'est de l'écrit, même s'il y a des journaux qui sont directement sur internet, dans les 7 ou 8 journaux dans lesquels je travaille, à chaque fois, et tous les journalistes avec qui je bosse, c'est comme ça, ils me disent, il y a un livre qui est super, il dit des choses tout à fait nouvelles, on a besoin de quelqu'un comme toi, je ne suis pas le seul, hein, il y en a plein, qui va pouvoir le lire. Et croyez-moi, je passe parfois, l'article c'est pour dans quelques heures, donc il faut y aller vite. Je me lève évidemment très tôt le matin, je lis un bouquin, voilà, il faut lire très vite, il faut intégrer des idées, et je lis des choses super, vachement intéressantes, passionnantes, et je fais un papier qui sort, et parce que les gens aiment ça, parce que c'est dans la presse écrite, donc je peux pas vous dire, voilà, moi je travaille pas à TF1, j'ai pas d'expérience de grosses industries, de grosses machines médiatiques, donc là, je sais pas. Et il faut demander à des gens comme Augustin Trapenard qui fait les rubriques livres sur Canal+, dans le Grand Journal, qui a des expériences où il faut concilier la télé, les bouquins, les idées, et il va dire une phrase ou deux pour pouvoir quand même donner envie. Mais moi j'ai quand même... Alors, moi, je suis très heureux comme ça, en tout cas, moi j'ai pas envie de changer. Je lis plein de livres, j'en reçois plein. J'ai plein de bouquins à lire encore pour la semaine prochaine, j'ai fait plein d'articles déjà, ça va très vite, mais il y a quand même, en tout cas, il y a donc des lecteurs, il y a des journaux qui en veulent, il y a plein de pages consacrées quand même aux livres. Je ne sais pas si c'est une spécificité française, mais j'ai quand même l'impression que c'est grâce à tout ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, qu'il y a quand même, on peut quand même très bien, il y a plein de presse culturelle, il y a quand même plein de médias culturels. Sur la musique, disons, laissons les livres de côté, sur le cinéma. Vous vous intéressez au cinéma, il y a quand même plein de journaux, il y a plein de magazines, il y a plein de débats sur les films qui sortent, etc. On aime la culture en France quand même. Il y a les débats sur le cinéma, sur toutes les musiques que vous aimez, que ça peut aller du rap à l'opéra. Vous avez quand même plein de presse, vous avez plein de journaux. Alors moi oui, je suis d'accord avec vous, on est dans une crise des médias, mais encore avant, je suis passé à acheter des journaux en kiosque, et en tout cas, tout ce qui concerne, en tout cas ce qui moi me plaît, et je suis donc sans doute pas le seul, et vous aussi, ça vous plaît, tout ce qui concerne la culture, tout ce qui concerne même les sorties, les spectacles, l'art, voilà, ça il y a quand même vraiment, les médias ont quand même un rôle formidable, et quand même nous permettent on peut passer, il y a plein d'hors-séries sur des dossiers, sur des articles. Sur Serge Gainsbourg, il y a eu plein de papiers, il y a eu plein de journaux qui ont fait des hors-séries sur Gainsbourg, sur les grandes... Alors oui, c'est sûr qu'on peut pas faire des hors-séries sur tous les grands... sur tous les artistes et tous les musiciens, il y a des choix, donc oui, il faut que ça soit quand même vendeur, entre guillemets. Mais la culture, elle a quand même une place dans les médias, et moi je suis prêt à me battre, à la défendre. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Dès qu'un journal me dit « Est-ce que tu peux faire un article ?» Je dis oui, attendez, moi j'ai quand même des cours à faire, j'ai des copies à corriger, etc. Et j'ai jamais refusé, j'ai toujours fait, et je me suis levé quand il fallait que je me lève et que je bouquine et que je lise, parce que je me dis c'est quand même une chance de pouvoir lire, de pouvoir se cultiver, de pouvoir faire partager ça. Et puis voilà, donc on a tous des passions, hein. Après voilà, encore une fois, hein, c'est le cinéma, la musique, l'art, la mode, la gastronomie, on en parlait tout à l'heure, donc il y a plein de thèmes culturels, et je pense qu'il y a quand même une grande place encore et toujours, et ce sera toujours comme ça, dans les médias. Parce que c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. Okay, mais... C'est mon point de vue, hein, j'ai vraiment pas de théorie là-dessus, c'est juste mon point de vue. Hein. Mais après, quand on parle de presse généraliste ou de médias généralistes, souvent la culture elle est comme au dernier plan dans l'agenda en fait, parce que tous les médias ont un agenda, et ce qui passe en premier dans l'agenda c'est forcément l'actualité du jour ou de la semaine. Et la culture, ça a tout le temps une toute petite place à la fin. Alors c'est sûrement malheureux de votre côté, ça va être malheureux forcément. Mais... Non, je suis pas forcément. Non, parce que moi je lis toujours un journal par la fin. Moi je commence toujours par la fin.
Bah voilà, quand j'achète un c'est à journal, la je fin, lis ça par la va fin, et en manquer. fait je suis très content, je m'arrête assez vite. Genre, non, moi je lis toujours les pages culture en premier. Bah Je voilà. lis toujours les spectacles, les opéras, les concerts, Ouais, mais voilà, et plus je remonte aux pages généralistes, plus ça commence un peu à moins m'intéresser. J'ai pas dit m'ennuyer, mais ça, voilà, mais si, j'essaie de tout lire, parce qu'il y a l'actu évidemment qui est fondamentale, mais je veux dire, voilà, après, il y a tout un certain nombre de thèmes où on retrouve, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment d'enrichissement ou vraiment d'avoir des choses ça nous apporte pas forcément. Voilà, mais oui, les médias généralistes. Mais quel est le rôle d'un média généraliste aussi? Parce qu'il doit nous donner un petit peu de tout. Si vous écoutez les revues de presse le matin, ils vous parlent de plein de choses. Ils ont 3 secondes pour dire un truc qui se passe. Déjà, les pages internationales, par exemple. Franchement, il y a des moments où vous dites ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? On n'a rien appris, quoi. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des élections au Brésil, il y a des élections partout. On n'a aucune info, on ne sait rien. Donc, les médias généralistes, par définition, ils ne vont pas forcément vous apporter des choses très... Ouais, enfin, en tout cas, ce que vous dites, quoi. C'est-à-dire des choses quand même plus approfondies dans des domaines qui sont eux-mêmes déjà peut-être réservés à une partie du lectorat, une partie des lecteurs. Mais ceci dit, moi je suis très heureux parce que ça donne quand même aussi un panorama, encore une fois. Moi je pense qu'il faut... toute la difficulté, c'est l'équilibre entre l'approfondissement et le survol, le panorama, la synthèse. Et si c'est vraiment bien fait, franchement, c'est super, si c'est bien fait. Encore une fois, il faut que les journalistes puissent le faire dans de bonnes conditions. C'est sûr que s'ils sont pressés dans tous les sens du terme, c'est-à-dire compressés, qui sont écrasés, qui sont malmenés, qui sont sous pression, qui sont aussi dans des situations où c'est un boulot précaire, ah oui, c'est sûr que là, les pages culture, voilà. Non, mais je veux dire, il y a un décalage aussi avec les réalités économiques. C'est quand même des métiers, c'est quand même des gens qui... Donc, écrasés par des grands médias, effectivement, des grands médias télé ou des grands médias comme ça qui ont un peu le pouvoir, c'est sûr que c'est pas un métier qui est facile. Mais bon. Moi, je veux plus répondre. Non, mais vas-y. On parlait de Sartre tout à l'heure et lui il s'est questionné sur la problématique suivante. Il a dit: est-ce nuire aux gens que de leur donner une liberté d'esprit? Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous avez une réponse déjà sur cette question quand on pense par exemple que Anna Politkovskaya, qui est une journaliste d'investigation aussi, qui s'est fait assassiner parce qu'elle donnait un droit de vérité justement? Bah oui, mais là c'est toute la... Donc là, ça rigole plus, effectivement, c'est toute la liberté. Non, mais là, c'est la question internationale de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion. Non, mais c'est sûr que la démocratie a quand même permet évidemment aux journaux d'exister et les journalistes ne se sentent pas, sauf évidemment ce qui est arrivé, les drames tragiques qui arrivent et les attentats qui sont arrivés où les journalistes ont été une des cibles principales. Et donc là, évidemment, c'est une situation catastrophique et une situation terrible que tout le monde vit. Mais alors voilà, oui, c'est sûr que les journalistes sont quand même un atout. Enfin, Anna Politkovskaya, donc qui était une sorte de journaliste indépendante, justement, voilà, dans un pays où la presse est totalement, et tous les grands médias sont totalement verrouillés. C'est Novaya Gazeta, le journal dans lequel elle écrivait, un journal indépendant. Elle faisait un dossier sur la Tchétchénie. Et elle faisait un dossier sur Gazprom, donc les grosses industries où Poutine a repris la main sur les oligarques en disant maintenant fini de rigoler, vous avez fait votre business, mais on va récupérer peut-être maintenant un petit peu le système. Et donc Anna Politkovskaya, ça faisait partie de cette jeune génération, il y en a d'autres. D'abord, malheureusement, il y a plein d'autres journalistes qui ont été... elle a été assassinée en 2007, le jour de l'anniversaire, effectivement, du tristement... tyran du pays. Donc, il y a eu d'autres journalistes assassinés de NTV, de d'autres pays, dont évidemment les procès n'ont rien donné, et dont... là, c'est même pas... alors, Anna Politkovskaya, c'est une journaliste d'investigation, mais les autres, c'est même pas des journalistes d'investigation, c'est-à-dire c'est pas eux qui viennent forcément gratter le pouvoir, c'est vraiment qu'il y avait un désaccord avec les lignes politiques officielles, et donc, voilà, énormément de journalistes ont été écartés, mis de côté, assassinés, malmenés. Bon, mais ça, c'est une situation qui, malheureusement, est tragique et qu'on retrouve dans plein de pays du monde. Donc, la presse est un métier dangereux. La presse n'est pas un métier de tout repos. Et donc, être journaliste, il faut parfois, effectivement, un certain courage. Et là, on n'est plus dans le domaine
de la culture, ouais. On est vraiment dans le domaine où on risque sa vie en faisant du journalisme, en faisant des affaires. Et ça, c'est... Alors, le journalisme d'investigation a aussi... il faut avoir une sacrée volonté. Hein. La caractéristique, à mon avis, du journalisme d'investigation, c'est vraiment le courage, la ténacité, aller jusqu'au bout d'affaires qui durent parfois mais des années, des décennies. Il y a des journalistes d'investigation qui mettent 40 ans à sortir un vrai dossier et à avoir les preuves, parce que la justice a raté, la police a échoué, il ne reste plus que les médias et les citoyens. Mais les médias, ils peuvent quand même avoir des réseaux, ils peuvent avoir de la communication, etc. Donc ouais, il y a des... Enfin, vous savez ça mieux que moi, et donc vous connaissez aussi toutes ces figures. On a encore un exemple récemment avec Spotlight. Ouais. Le Spotlight, le film qui était oscarisé, et c'est vraiment de l'investigation, quoi. Sur plusieurs années aussi. Bah ouais, non, mais on n'est pas encore on est tout à fait dans ce domaine, dans ce thème. Hein. Voilà, je vais faire passer le micro hein, pour la salle. Si quelqu'un a des questions, sur ou même un avis, quoi. Un avis à donner, parce qu'on fait une conférence sur les débats, mais on veut que ce soit un débat. Okay. Super génial. Quand on dit que les médias font beaucoup de show, que finalement la scène médiatique c'est plutôt faire du spectacle, je me demandais est-ce que le problème c'est pas finalement le spectateur qui est beaucoup moins impliqué dans les débats et on a besoin de l'attirer en fait pour justement faire des grands débats comme Arthur le fait. Est-ce que le problème c'est pas le spectateur qu'il faut captiver finalement parce qu'il est beaucoup plus éparpillé qu'avant, qu'il se sent beaucoup moins concerné? Ouais, non mais c'est vrai. Ouais. Non mais moi j'ai pas... Non mais je suis tout à fait d'accord, hein. Ouais, je suis absolument d'accord. Hein. C'est aussi un problème de réception et de partage aussi de ce débat, parce qu'on ne fait pas un débat tout seul, il y a aussi des téléspectateurs en face, il y a un public, enfin voilà, donc il y a toute une caisse de résonance, tout un écho, une amplification, tout un suivi de la chose. Donc ça reste pas... un débat par définition doit avoir une portée, un écho, doit avoir un retentissement. Donc forcément c'est ça aussi la caisse de résonance, qui après est repris, amplifié, voire même déformé aussi parfois, un peu partout. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Carito, fais-nous plaisir de te lever. C'est pas une question, c'est juste une remarque par rapport à la question d'avant. On dit que c'est peut-être le spectateur qui s'implique moins, mais comment derrière un écran on peut montrer qu'on s'implique dans le débat? Quand on prend son téléphone et qu'on vote pour... Non, mais... Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur la question? Merci d'être venu. Non, mais... Ouais, je veux bien quelque chose. Non, mais est-ce qu'il y a... D'accord. Il est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions après? C'est pas facile. Non. Ouais. Bah, je pense que... Ah. Vas-y, Astrid. Non, il n'y a pas vraiment d'action, quoi. Je suis désolée, j'ai lu absolument aucune de vos œuvres et aucun de vos livres, mais je me permets juste de vous poser une question. Les œuvres. Moi, 5. Mais je m'interroge juste sur le fait que vous avez l'air particulièrement attiré aussi par les aspects plus culturels, et je voulais savoir si justement dans les textes que vous avez pu écrire, est-ce que vous vous inspirez un peu d'autres formes en dehors d'écrits de philosophes, d'anthropologues, etc. Est-ce que vous vous permettez d'émettre des interprétations sur certaines œuvres d'art, que ce soit aussi bien cinématographique, artistique, musicale, tout? Non, mais c'est une bonne question, parce que d'abord, j'ai écrit des livres sur la musique, par exemple. Donc je prépare un livre aussi sur la musique, etc. Voilà, j'ai écrit, oui. Donc il y a d'autres thèmes qui m'intéressent aussi, à part ceux qu'on a évoqués ensemble ce soir. Mais oui, la musique m'intéresse beaucoup, par exemple, parce que c'est un art finalement qui est assez... Enfin, sur lequel il est très difficile d'écrire, en fait, puisque moi, mon objectif, c'est quand même d'essayer
voilà, de formuler quelque chose, d'arriver à écrire quelque chose. Bon, j'aime bien la musique en tant que musicien, mais ça, bon, on verra ça pour donner les dates tout à l'heure des concerts. C'est quand le concert? Moi, je vais le dire maintenant. C'est le 21, je crois. Ouais, c'est ça. Allez, le bar. Maintenant, on pourra. Si la question c'est est-ce que j'ai d'autres talents, la réponse est oui. Et moi, j'ai tout partir en avril. Non, mais. Je ne serai pas seul, hein. Il y a non, c'est vraiment de l'humour et c'est plutôt un plaisir de faire de la musique et aussi de partager quelque chose ensemble sous une autre forme que le débat qu'on fait ce soir, mais en fait le plaisir est même aussi d'échanger, de partager et puis de faire quelque chose tous ensemble, donc c'est vraiment ça le point commun. Non, j'essaie d'écrire sur la musique qui est un art assez difficile puisqu'il est sonore, donc quelque part abstrait, insaisissable, il n'est même pas visuel, donc c'est vraiment l'oreille qui est quand même un organe sensoriel qui n'est pas... sur lequel l'éducation et la culture justement n'ont pas forcément une prise immédiate, facile. Enfin bref, en tout cas la musique c'est un art, un très bel art, très divers évidemment, et j'ai essayé de faire un livre sur justement pourquoi, alors je reviens un petit peu à des écrivains, etc., ou en tout cas la question c'est pourquoi on pleure, pourquoi on peut pleurer quand on écoute de la musique. Et parce que c'est quand même une émotion qui n'arrive pas comme ça. Alors il y a plusieurs, enfin on peut pleurer de plusieurs manières, il y a plusieurs choses qui peuvent nous émouvoir, etc. Et la musique, lorsque on est plutôt en forme et qu'on voilà, plutôt à l'aise, enfin voilà, on est bien, d'un seul coup, si on met une musique, certaines musiques peuvent d'un seul coup nous faire pleurer et nous mettre dans un état. Et voilà, c'est un petit livre que j'ai fait parce que je trouvais que c'était un beau thème et là j'ai envie de travailler encore là-dessus, sur le rythme, sur des choses musicales, il y a des thèmes en musique qui me semblent intéressants et donc je travaille là-dessus, et puis voilà, c'est un autre des thèmes sur lequel je peux vous dire qui m'intéresse, voilà, qui est culturel effectivement. Voilà. Merci de cette question, j'aime bien. Voilà, je pense qu'on va conclure sur le débat. Juste remercier Kylian d'avoir animé ce joli débat. Et surtout un grand merci à Yoshia Vadlazowski d'avoir fait plaisir de notre invitation. Merci à vous d'avoir été là.